tutti a todo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Il y a du lourd aujourd'hui, il y a du très lourd, il y a du très lourd aujourd'hui. Hey Jenny, hey. Elle est là. Les gars, on a Jenny Priez avec nous aujourd'hui. C'est attention, il y a du level là. Il y a du level là. Bon allez, on va attendre que Loulou se connecte après et on va voir et on va commencer tranquillou bilou. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis en termes de connexion. Saluti. Attention les gars, il y a de l'invité de marque là aujourd'hui. Hein. Je me suis pas foutu de vous. Il y a du level, comme on dit chez nous. Il y a du level. Allez, Zouette. Allez, on va voir si Luca il est là. Luca. Yes. C'est bon. Allez. Si Luca il arrive. Je suis là. Ah, il est là. Je voulais voir si je pouvais rejoindre sans que tu m'invites, sans que tu m'envoies une demande. Mais... Normalement, tu peux, ouais. Normalement, tu peux. Dès que tu te connectes au live, normalement, tu as un truc qui s'affiche, c'est rejoindre la conversation. Ah, d'accord. Et si après, vu qu'il y a eu d'autres messages, du coup, j'ai pas pu. Eh ouais, j'ai vu. Mais normalement, quand tu rejoins le live, je sais pas si t'as vu, t'as un espèce de petit carré qui s'affiche. Marqué, voulez-vous rejoindre le live ou je sais pas quoi, là, tu sais. Ouais, j'ai vu ça. Après, j'essaie de le retrouver, je le retrouvais plus, en fait. Ouais, bon, ça va, t'inquiète, après, c'est pas grave. Ça va ou quoi? Ah, je suis un ancien, je comprends pas comment ça marche, là. Avec ton soleil, là, que tu es dehors, tu fous la rage, arrête un peu. Bah, aujourd'hui, il fait pas très beau. Hein. Il fait pas très beau aujourd'hui? Ça va. Et il a plu en plus, il y a pas longtemps, là. Il a plu 4 jours sans s'arrêter. J'avais jamais vu ça, je crois. Ben ouais. Attends, j'ai grandi dans le sud, mais je te jure, même à Paris, je te jure, à Paris, il fait jamais ça. Il pleut pas 4 jours d'affilée à Paris, tu te fous de ma gueule? Non, mais ça s'arrête de temps en temps. Tu vois, il y a des... Et là, je te dis que pendant 4 jours, ça... Bref. Tu m'entends? Bon, ça va ou quoi? La forme? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Ça va bien. Ça commence à être un peu long, mais bon. Le confinement se passe bien quand même? Prendre ça va la patience. Ouais, ça va, ouais. Bah, j'ai la chance, tu dis, d'avoir un extérieur, d'avoir un jardin. Ouais, tu m'entends là? Ouais, je t'entends, c'est bon là. Ah, ouais, non, je disais, ouais, j'ai la chance d'avoir un extérieur, donc c'est beaucoup plus facile tout de suite. Parce qu'avec Deva à 2 ans et demi, si tu restes toujours à l'intérieur, c'est compliqué. Ça aurait été compliqué. Ouais. Toi, ça va? Ouais, ça va, écoute, tranquille, là, comme je t'ai dit, là, maintenant, là, les journées, elles passent un peu plus vite, vu que j'arrive à m'occuper. Franchement, ça fait plaisir, c'est cool. Et puis, comme ça, au moins, étant tout seul, forcément, dans un appart à Paris, c'est pas évident tous les jours, mais après, bon, voilà, j'ai un petit balcon, voilà, on prend le soleil 1 ou 2 heures par jour, là, et puis voilà, après... Bon, déjà, il fait beau à Paris, ça, c'est bien. Ouais, putain, mais grave, mec. Depuis 6 mois que j'étais là, j'ai jamais vu ça. Il a pas plu un jour depuis 4 semaines là. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. J'étais en dépression depuis que j'étais là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? Il fait au moins 8000. Ouais. À force de te plaindre sur Instagram du temps, ils t'ont écouté là-haut, ils t'ont mis du soleil. Ça, ils ont changé. Ils ont dit, bon, le sud, comme ils ont tout le temps du soleil, on va les mettre en galère un peu. Et après, à Paris, on va lui mettre du soleil un peu. On verra comment ça se passe. Bon, écoute, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de trucs un peu spécifiques. On va essayer de parler un peu de toi. On va parler de toi aussi, forcément. Mais j'ai envie, voilà, parce que je sais pas si tu as vu hier, j'ai animé un débat sur la formation. Et comme j'ai pas hier, j'ai pas pu voir. Pour moi, tu me captes ou pas? Ouais, je t'entends. Donc pour moi, le handball français que je suis depuis des années est pour moi un maître en la matière. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport qui arrive à former et à faire monter des pépites tout en gardant une base de joueurs, on va dire, vétérans et même parfois très vétérans, puisque il y en a qui ont arrêté à plus de 40 ans, certains, et d'autres qui ont continué jusqu'à presque 38 ans en équipe de France. Donc c'est quand même
assez extraordinaire d'arriver à mélanger tout ça. Donc, on va voir un peu comment, toi qui es vraiment dedans, comment tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe. Après, on va parler forcément de tes arrivées en équipe de France et au PSG. Et puis, comment ça se passe au PSG aussi. Donc, voilà. Donc, bon, le thème un peu d'aujourd'hui va vraiment être centré un peu, tu vois, sur la formation, l'apprentissage du sport aux plus jeunes. Et puis, on verra comment ça évolue. Ça roule, ça roule, ça roule. T'es capitaine. Donc, forcément. Ouais. Je suis un jeune capitaine. Je suis un jeune capitaine. Tu es un jeune capitaine. Non, mais je vieillis, hein, je me sens toujours jeune dans ma tête, mais malheureusement, je vieillis. Ça va, tu vieillis. Bon, je m'accroche, tu vois, j'essaye de faire des TikTok et tout, je m'accroche, hein, même si c'est peut-être pas de mon âge. Ah, tu peux arrêter, ils sont bons tes TikTok, mec. Moi, j'ai essayé, je comprends rien, là. Le truc de la casquette, mec, j'ai passé 2 heures, j'ai arrêté après. Qu'est-ce que c'est, ça? Moi aussi, j'étais là, mon truc, et je suis Internet, mais non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Parce que c'est la webcam que je suis Internet. Enfin, bref, bon, passons. Bon, Loulou, gros, donc t'es né le 19 avril 88 à Strasbourg. C'est ça. Alors, dans le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin. Donc, derrière, vous étiez, avant d'aller à Strasbourg, je crois que vous étiez à Frontignan avec ta famille, c'est ça? En fait, moi, je suis né à Strasbourg et à l'âge de 4 ans, je suis venu à Frontignan, dans le sud. À l'âge de 4 ans, mon père est venu jouer d'abord et puis jouer entraîner à Frontignan. Donc, pour moi, voilà, j'ai grandi dans le sud. Je me considère comme un sudiste. Parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de Strasbourg, tu vois, comme j'étais tout jeune, jusqu'à 4 ans, voilà. Donc, c'est vraiment à Frontignan que j'ai commencé. Ouais. Et donc, tes parents sont arrivés directement à Strasbourg, alors? Bon, en fait, mes parents étaient donc en ex-Yougoslavie et mon père est venu à Strasbourg pour jouer. Ma mère est restée en Serbie pendant un certain temps et puis après, mon frère est né en Serbie et après, ils ont rejoint mon père qui était à Strasbourg, à la Roberto, et qui jouait là-bas. Donc ouais, ils ont rejoint mon père mais mon frère est né en Serbie. Et donc après, ils sont venus dans le sud. Donc voilà, donc tu es né forcément d'un papa, Branko Karabatic, qui était gardien et qui était croate. Croate, ouais, c'est ça. Et ta maman qui était serbe, ouais. C'est ça. Et en parlant de ça, c'est bizarre quand même parce que et bon, allez. Serbe et croate, c'est quand même un gros pays assez important dans le monde du waterpolo. C'est quand même des 2 pays où même limite le waterpolo est le sport national là-bas. Comment ça se fait que... Voilà, après, bon, forcément, ton père était gardien, donc du coup, ça s'articulait comme ça. Mais est-ce que peut-être, à un moment donné, il y a eu peut-être un choix ou vous n'avez même pas pensé un jour à faire du polo? Enfin, c'était pas encore assez reconnu en Croatie, en Serbie, par rapport à ça? Je sais que mon père aimait le water polo. Après, le truc, c'est comme lui, lui, il aimait tous les sports co, tu vois. Mais c'est vrai qu'étant handballeur, nous, quand on était tout petit, on s'est pas vraiment posé la question de faire un autre sport. Mais on aimait le basket, on aimait le water polo, tout ça, on aimait les sports co, tu vois. Mais au final, on a été entraîné naturellement dans le hand, donc. Mais bon, enfin, mon père avait des amis dans le polo, enfin voilà, et puis c'est vrai que comme c'est un sport qui se rapproche quand même du hand, et puis ouais, comme tu l'as dit, c'est un sport majeur dans pas mal de pays des Balkans, donc c'est vrai qu'on a toujours, moi j'ai toujours eu un œil sur le water polo aussi. Du coup, tu as commencé par le handball et tu t'es mis au tennis, toi, après. Ouais, moi j'ai commencé. En fait, ouais, j'ai commencé avec le hand parce que, ouais, comme je te disais, entraîné, dans les pas de mon père et de mon frère. Mon père était tous les jours à la salle. Il était entraîneur de hand, donc moi, voilà, dès que j'ai su marcher, en gros, j'étais sur un terrain de hand, donc j'ai joué. Ça s'est fait naturellement, je me suis même pas posé la question. Et puis après, à l'école, mon père c'était mon prof de sport aussi, il était prof de sport. Ah, okay. Et du coup, il me faisait un peu essayer tous les sports aussi. Il en profitait. Voilà, il essayait un peu d'élargir la palette entre guillemets, et donc j'ai touché à plein de sports, et puis le tennis, un jour je suis passé devant le club à Frontignan, j'ai eu le terrain de tennis et j'ai eu envie d'essayer, et j'ai dit à mon père, allez, j'ai demandé à mes parents de faire un essai, enfin voilà, de jouer un peu, et du coup je suis venu, je me suis entraîné 1 fois, 2 fois, et en fait ça allait très vite, voilà, je jouais bien d'entrée, mais ils ont vu que j'avais des prédispositions, et en fait ça allait super vite, voilà, en 1 an ou 2 ans j'étais champion régional. Et du coup, j'ai été un peu entraîné là-dedans et j'ai fait les deux pendant 3-4 ans. Tennis et hand.
Donc tu as fait vraiment les deux pendant 3-4 ans. Qu'est-ce qui t'a décidé à un moment donné forcément de faire du tennis et pas de rester au hand? Ben ouais, en fait, du coup, j'aimais vraiment à fond les deux sports. C'était vraiment, ouais, je me régalais. Mais voilà, au bout d'un moment, c'était pas possible parce que, comme je te disais, dans le tennis, je commençais à avoir des résultats. Et dans le tennis, c'est pas comme dans le hand où dans le tennis, à 7, 8 ans, 9 ans, tu pars déjà faire des tournois, tu rencontres des jeunes de partout. Enfin, alors dans le hand, tu restes dans ta région. Enfin voilà, c'est assez limité les compétitions. Alors, dans le tennis, ben voilà, je commençais déjà à faire des tournées, à jouer contre des jeunes de plein d'autres régions, faire les championnats de France. Donc j'ai plus le temps en fait. J'ai eu une bourse assez tôt, donc la région me payait mon entraîneur. Enfin voilà, ça allait super vite en fait. On me voyait vraiment comme un espoir. Il y avait pas mal d'investissement sur moi entre guillemets. Donc petit à petit j'ai lâché le hand malgré moi quoi. C'est pas que j'en avais envie, mais je pouvais plus faire les deux en fait. Ouais, c'était trop dur, quoi. Et ça va, le choix, il n'a pas été trop dur ou forcément, quand tu as vu que tu avais des prédispositions, que ça marchait bien pour toi, tu avais du monde derrière toi qui te poussait et tout, du coup, tu t'es dit, bah écoute, voilà, c'est peut-être pas le hand pour moi, mais ça sera le tennis et autant y aller à fond dedans, quoi. Ouais, bah en fait c'était un peu un mix de tout ça. Le fait, bah déjà le fait que je prenais aussi beaucoup de plaisir dans le tennis, je me régalais, voilà. Et le fait de prendre du plaisir en plus, de faire déjà beaucoup de compétitions, de gagner des titres entre guillemets et tout, bah forcément tu prends goût à tout ça. Et du coup je me suis lancé là-dedans à fond quoi. Et c'est vrai que bah, peut-être, enfin à l'époque je me rendais pas compte, mais peut-être de faire autre chose que ce que faisait mon père et mon frère, peut-être que ça me faisait aussi kiffer un peu, je sais pas. Mais et puis au bout d'un moment, assez tôt, quand tu entends autour de toi tout le monde qui te dit ouais, t'es numéro un français, tu vas faire Roland Garros, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ben forcément, tu suis le truc quoi, hein, tu vas à fond là-dedans. Alors que comme je disais dans le hand, t'as rien, enfin au début t'as pas grand-chose à faire quoi, tu vois, tu joues dans ton club, tes petites compétitions et voilà quoi. Ouais, tu fais des petits matchs départementaux, interrégionaux, et puis ça s'arrête là, quoi. Ouais, Toi, c'est déjà, ça. un très jeune âge, tu faisais déjà des matchs dans toute la France, et déjà, comme tu dis, Ça. voilà, tu as numéro un français, et déjà, forcément, quand tu arrives à ce stade-là très jeune, forcément, tu te dis que tu as un coup à jouer et que tu as forcément de l'avenir dedans, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis, comme je t'ai dit, quand j'étais entraîné là-dedans, je me rendais pas compte et j'avais même pas le temps enfin, de penser au hand, en fait. Alors que j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours été, voilà, à fond là-dedans, mais j'avais pas le temps, quoi. Est-ce que ça t'a manqué un peu au début? Parce que forcément, le tennis, c'est un sport individuel, donc je te retrouvais forcément seul assez souvent, quoi. Est-ce que ça t'a pas manqué, justement, à un moment donné, la même jouer à 7? Ben, si, comme je te disais, au début, je me rendais pas forcément compte. Parce que j'étais vraiment à fond dans mon truc. Après, moi, je suis parti en pôle France à l'âge de 13 ans. J'étais à Boulouris. Et donc, on était un groupe, tu vois, on était 8-9 les meilleurs espoirs du, à être ensemble, en fait. Donc, j'ai eu quand même, tu vois, cet esprit d'équipe un peu. On s'entraînait ensemble, on faisait le physique ensemble. Donc, voilà, j'avais ce côté un peu sport d'équipe à travers ça. Donc, là c'était bien, j'étais content. Mais c'est vrai qu'après, quand je suis revenu chez moi à l'âge de 15-16 ans, où là, j'ai commencé à être un peu tout seul, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ben, tu te lances seul sur le circuit. C'est un sport, voilà, individuel et forcément, c'était un autre délire. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à me poser des questions parce que, voilà, j'avais pas l'impression de m'épanouir. Parce que, ouais, j'avais plus ce côté sport co qui me manquait. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à y penser. Et est-ce que, après, voilà, j'imagine quand même qu'un sport individuel à ce niveau-là, quand tu es très jeune, c'est que ça va être quand même très dur. Est-ce qu'il y a aussi, après on l'entend, après je sais pas si c'est des légendes ou pas, on parle aussi souvent de la rivalité dans les sports individuels. Et tu m'as dit que tu étais au Crêpes, enfin, au centre de formation forcément avec d'autres tennisman. Est-ce que quand même la rivalité à cet âge-là, elle est installée ou est-ce que c'était un peu chacun se pousse les uns les autres ou déjà il y avait quand même des mecs pour essayer de faire leur place, quoi, tu vois? Ouais, ben, il y avait il y avait un peu ce côté-là, ce côté où forcément, au sport individuel, t'avais les parents derrière qui poussent, pas des fois pas forcément de la meilleure des façons. C'est vrai que ouais, il y a un côté un peu concurrentiel euh, dont tu prends conscience au fur et à mesure. Quand t'as 6, 7, 8 ans, t'en as pas conscience. C'est juste à cet âge-là, c'est plus tes parents qui, s'ils sont pas super bien intentionnés entre guillemets, ça peut un peu dégénérer. Moi, j'ai eu la chance voilà d'avoir mes parents enfin mon père qui venait d'un sport co, enfin voilà
pour lui, le tennis, il l'avait jamais pratiqué et il voyait ça de loin au début. Donc j'avais un peu ce côté, lui, il avait toujours cet esprit d'équipe. Donc au niveau de la mentalité et tout, j'ai toujours été bien guidé. Donc moi, je n'avais pas ce souci-là. Mais c'est vrai que c'est un monde hyper concurrentiel et ouais, tu le ressens quand même. Et est-ce que ça n'a pas été trop dur? Parce que j'imagine 13 ans, centre de formation, tout ça, j'imagine que tes parents n'étaient pas tout le temps avec toi, et même si, voilà, pour connaître ta famille, c'est que vous êtes une famille extrêmement unie, extrêmement soudée, extrêmement présente. Dire comment on réagit un peu à 13 ans quand on est tout seul comme ça, j'imagine que bon, derrière, ça a développé des capacités et un mental qu'on te connaît aujourd'hui, ce mental de gagneur, ce mental forcément de mec qui en impose par ton aura. Comment à 13 ans on vit ça un peu? Parce que ça doit être dur quand même. C'était hyper dur. C'était hyper dur. Moi, en plus, enfin, d'abord, on m'a proposé de rentrer en Pôle France un an en avance. Tout le monde rentrait à l'âge de 13 ans et moi, on m'a proposé de rentrer un an avant parce que voilà, j'étais en avance, tout ça. Et du coup, j'avais déjà fait un stage là-bas et mes parents s'étaient posé la question, s'étaient posé la question d'intégrer le Pôle France en avance. Et là, on avait décidé que non. Et puis donc, du coup, je suis rentré l'année d'après. Mais ouais, ça a été super dur. Franchement, au début, la première fois où je suis arrivé au Pôle France à Boulouris et que mes parents sont partis, c'était chaud. Des fois, le soir, dans mon lit, il m'arrivait de pleurer un peu. Enfin voilà, j'avais l'impression un peu d'être arraché à ma famille, parce que comme tu l'as dit, on a toujours été très proches et tout. Donc ouais, c'était dur au début. Quand le dimanche soir, je passais le week-end chez moi, le dimanche soir, je prenais le train pour rentrer, ouais, j'emmenais pas large, quoi. Donc au début, ça a été dur. Et puis après, forcément, tu prends le pas, tu t'habitues. Après, je me suis fait des potes et tout, tu te fais des potes un peu de France, enfin, voilà, tu développes et tout. Mais au début, c'était dur. Ouais, puis ça forme, quoi. Ça forme aussi. Ouais. Et puis ça te responsabilise, ça te rend adulte très, très, très tôt. Et puis bon, après, c'est vrai que c'est dur, et j'imagine bien. Mais bon, j'imagine pas comment ça doit être dur à 13 ans d'intégrer un truc comme ça, forcément, loin de ta famille. Ouais, c'est dur. C'est dur. Donc, du coup, t'es arrivé jusqu'à quel niveau en tennis là, du coup? Ben, en gros, moi, je t'ai dit, quand j'étais à 12 ans ou 13 ans, je sais plus, j'étais 5-6. Ce qui me plaçait, je sais pas, je devais être numéro 1, numéro 2 français de ma catégorie. On a été champion de France avec le Languedoc à Blois à 11 ans. On avait fait finale en 12 ans, on avait fait finale. Donc voilà, après je suis rentré en Pôle France, j'étais 5-6, j'ai fait 2 ans où voilà, ça a été compliqué, j'ai eu pas mal de blessures, des problèmes de croissance et tout. Donc ces 2 ans-là ont été compliqués, j'ai pas progressé comme j'aurais dû progresser. J'étais beaucoup, ouais, comme je disais, beaucoup blessé, donc je me suis pas beaucoup entraîné. Quand au début, ça a été dur l'éloignement avec mes parents aussi. Enfin voilà, bref, plein de choses comme ça. Du coup, 2 ans après, je suis revenu chez moi. J'étais descendu à 15. C'est les classements, tu vois, le tennis. Ceux qui font le tennis comprendront. Mais voilà, et après, je suis reparti d'ici dans une nouvelle structure. Je suis arrivé au Crêpes de Montpellier. J'ai eu un coach pour moi, tout ça. Et là, je suis remonté. J'ai bien joué de nouveau. Et puis, à 18 ans, j'étais moins 4-6. Voilà, j'ai failli monter à moins 15 cette saison-là. J'ai gagné jusqu'à moins 30. J'avais fait une très belle saison, la dernière saison où je me suis avant de m'arrêter. Donc voilà, j'étais pas loin d'être moins 15, mais mon meilleur classement, ça a été moins 4-6. Classement français. Bon, moi, tu parles chinois, hein, tu sais. Ouais, je sais. Aucune notion de ce que tu parles. Mais non, c'était un beau classement. Hein. Un beau classement. Ouais, voilà. Je regarderai après, c'est ce truc que j'ai pas travaillé. J'aurais dû. Je regarderai après. Ouais, en plus, ça a un petit peu changé là. Ça marche. Bon, du coup, qu'est-ce qui t'a justement amené à un moment donné de dire stop le tennis d'arriver au hand comme ça? Parce qu'après, forcément, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, la transition, et comment tu es arrivé direct derrière au PSG Handball. Ben, moi, du coup, ça a été, ouais, ça a été un process, ça a été assez long. Comme je te disais, moi j'ai fait 2 ans au Pôle France où voilà, je suis arrivé, j'étais le plus gros espoir français. Je suis ressorti 2 ans après un peu en situation d'échec parce que voilà, pour moi, enfin voilà, j'avais pas fait ce que je devais faire, comme je te dis, avec tous les soucis que j'ai eu aussi, mais voilà, j'étais un peu en situation d'échec. Donc à ce moment-là, déjà, dans ma tête, j'ai commencé un peu à repenser au hand, à avoir un peu ce manque-là qui a commencé à se faire sentir. Et après, comme je te disais, je suis reparti sur un nouveau cycle à Montpellier où ça s'est bien passé, j'ai bien joué tout ça.
Donc voilà, pendant 2 ou 3 ans où en gros j'ai pas eu le temps de repenser au Wang parce que j'étais vraiment à fond dans mon truc et ça se passait bien. Et puis vers l'âge de 18 ans, j'ai de nouveau commencé un peu à ressentir un ras-le-bol, à perdre un peu la notion du plaisir dans ce que je faisais. Et le truc, c'est que pendant toute cette période-là où je faisais du tennis certes, mais en dehors de moi, c'était que du hand en fait. Mon père était dans le hand, mon frère était dans le hand. C'était en gros, je faisais mon entraînement de tennis, je rentrais le soir chez mes parents avec mon père, je regardais 3 matchs de hand. C'était vraiment un truc qui était imprégné en moi et j'étais constamment dans cet univers-là. Donc c'est vrai que ça me manquait de plus en plus quoi. Et je me disais à chaque fois, putain, mais est-ce que j'ai de quoi revenir, même si j'ai 16 ans, 17 ans, si j'arrête là, comment ça va se passer? Est-ce que j'ai de quoi revenir et pourquoi pas faire du haut niveau? Donc c'est un truc qui me taraudait, mais je n'osais pas franchir le pas parce que voilà, j'avais tellement investi dans le tennis et j'avais encore des chances entre guillemets d'atteindre le haut niveau. Donc j'avais ça derrière moi, mais j'ai attendu 16, 17, 18 ans. Et au bout d'un moment, 18 ans, là, j'étais un peu en mode ras-le-bol, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, en gros, je mets le tennis de côté, c'est pas grave. Je m'étais inscrit en fac de commerce et tout. Je me suis dit, je vais reprendre mes études, enfin voilà, faire un à côté. Mais c'est vrai que voilà, j'avais toujours cette idée du hand. Et puis un jour, avec ma mère, elle voyait voilà que ça me grattait entre guillemets. Elle m'a dit, bah vas-y, c'est bon, va à Montpellier, fais un entraînement. Du coup, j'ai demandé à mon père. Le plus gros obstacle, c'était avec mon père, parce que voilà, j'avais vraiment peur de lui parler de ça, de lui dire, ouais, j'ai envie de refaire du hand et tout, parce que voilà, lui, il m'a toujours poussé, a toujours été à fond derrière moi. Mes parents ont toujours beaucoup investi, enfin, ils n'ont jamais posé la question. Et donc, j'avais cette peur, un peu, entre guillemets, de lui dire ça. Ça voudrait dire, vous avez une croix sur 10 ans de sacrifice et tout, quoi. Tu m'entends? Ouais. C'est des questions, parce qu'il y a des questions dessous en même temps, du coup, je me dis, est-ce qu'on répond aux questions? Gros. Écoute, t'en as quelques-unes, et après on verra si on peut. Parce que moi, du coup, comme je parle, j'ai même pas le temps de regarder et tout, tu vois. C'est chaud. Bah, juste Rodiguet qui a dit que tu as eu une défaite cuisante à 7, dont tu t'es jamais remise. Mais ça, j'avais 12 ans. J'avais 11 ou 12 ans. Et lui avait 2 ans plus. À 12 ans. Ouais. Mais lui est de 86 à 2 ans plus que moi, mais à 13 ans, avait déjà le physique qu'il a aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Donc, si tu veux, je partais avec un désavantage. Le mec avait déjà un physique de. Ouais. Tu vois, alors que moi, j'étais tout filiforme, j'avais encore de la vache qui rit là, et lui avait déjà de la barbe et tout à 13 ans, tu vois. Donc, mais j'ai perdu sur des qualifs pour les petits as. Une défaite traumatisante où je menais 5-2 au troisième. J'allais gagner, j'allais me qualifier pour les petits as à 12 ans, j'étais comme un fou et je perds 7-5. Défaite assez traumatisante. T'as souillé, quoi. Ouais, m'a souillé. Mais bon, derrière, j'ai eu le temps de me venger. Hein. Je l'ai traumatisé quelques fois sur le circuit. Ouais, donc tu me disais que tu avais peur du coup de la réaction à ton père, qu'il t'avait vachement poussé, Ouais, c'est ça. Donc voilà, du coup, je demande à mon père et tout. Parce que moi, au fond de moi, je croyais en mes chances, entre guillemets. Parce que tout jeune, quand j'ai fait du hand jusqu'à l'âge de 8-9 ans, ben voilà, j'étais bon, ça se passait très bien et tout. Enfin voilà, je savais au fond de moi, je savais que je pouvais réussir aussi. Parce que, voilà. Mais j'avais 19 ans. Donc c'était chaud, quoi. Donc du coup, j'avais parlé à mon père. Commencer là, c'est pas évident. Ouais. Et du coup, mais mon père, voilà, en sachant tout ça, je pense qu'il a cru en moi aussi direct et il savait au fond de lui que je pouvais y arriver. Donc voilà, je suis allé un jour. Mon père m'a dit, vas-y, on va s'entraîner un peu, mais par contre, demain, t'es sur le terrain de tennis et tu reprends et tout. Je lui ai dit, ouais, ok, t'inquiète. Et on a fait un entraînement et j'ai plus jamais retouché la raquette. Ça allait très très vite. Direct, tu l'as eu à l'usure. Ouais, ça allait super vite. Bah, du coup, j'imagine. Et du coup, ouais, donc je te disais, je suis arrivé, c'était à Montpellier en fait, donc j'ai fait, au début, voilà, je me suis entraîné avec le centre de formation, j'étais partenaire d'entraînement, voilà, ça jouait en National 1, la réserve, donc j'ai pu m'entraîner avec eux direct et très vite en fait, je me suis retrouvé presque au niveau, quoi, et donc j'ai repuré au mois d'octobre, et je pense qu'un mois et demi après, j'ai fait mon premier match en N1. Donc voilà ça. Derrière, au mois de janvier, il y a eu une compétition internationale, tous les pros sont partis.
Du coup, j'ai pu intégrer l'effectif pro, faire un tournoi amical. On est parti à Cesson. Pareil, j'ai eu du temps de jeu, j'ai joué, c'est bien passé. Et au mois de février, en fait, quand les pros sont revenus, le premier match de la reprise, c'était contre Dunkerque. Je me suis retrouvé sur la feuille. Donc, du coup, c'était 4 mois après avoir repris le hand. Et donc, j'étais sur la feuille, je suis rentré les 5 dernières minutes, j'ai mis un but. Enfin, voilà, c'était un rêve. Bijou. C'était un rêve. Et du coup, Bijou, mon fils. voilà. Et là, après, j'ai fait la saison. Aussi, j'ai signé au centre de formation. J'ai fait la saison d'après au centre de formation. Donc, 1 an et demi, en gros. Et après, j'ai signé mon premier contrat pro. Du coup, ton frère, il est arrivé à quel moment par rapport à ta signature de ton contrat pro? Il est arrivé cette année-là ou l'année d'après? Non. Moi, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans en pro à Montpellier avant que lui arrive. Donc, enfin 1 an et demi où j'ai pas exactement les années, mais j'avais déjà signé pro. J'étais déjà pro quand mon frère est arrivé. Donc du coup, ton frère arrive, Montpellier est en train de monter une grande équipe, tu te retrouves dans l'effectif, même après, allez, 2 ans après avoir repris le hand et forcément en t'étant entraîné, parce que je te connais, je sais que tu es un bourreau de travail et que tu lâches jamais rien. Comment on vit un peu cette situation quand on est le petit frère de Nicolas Karabatic, qui était déjà une star mondiale à l'époque, qui arrive à Montpellier, tu te retrouves dans l'effectif avec lui, avec une pléiade de joueurs incroyables et de niveau international, quoi. Comment tu l'as vécu un peu ça? En fait, ouais, comme tout allait très vite, c'est vrai qu'au début, c'était un peu. Des fois, ça semblait un peu irréel, en fait. Je me disais, putain, mais voilà, je regardais mon frère gagner les jeux, être champion du monde. Moi, je faisais presque pas encore du hand. Donc, c'est vrai que des fois, j'avais un peu du mal à réaliser. Mais en même temps, mon frère était revenu à Montpellier, forcément, pour jouer avec moi. Je le savais. Donc, quelque part, je me disais, putain, il faut que j'assure, quoi. Ça me mettait un peu de poids sur les épaules, mais du coup, pour moi, c'était une raison encore de plus pour me défoncer, pour me surpasser. Donc, pour moi, ça a été vraiment de la pression positive, en fait. Et je me disais, putain, mais t'as pas le temps de te poser de questions, tu es obligé de foncer, en fait, parce que t'as plus le temps. Donc pour moi, c'était une raison de plus, en fait, de même pas réfléchir, de me lancer à fond, puis forcément, le fait que lui soit là, ça m'aidait parce que j'avais une relation privilégiée avec lui, donc j'avais accès à beaucoup de savoir et à beaucoup de choses plus facilement que les autres. Donc j'ai essayé de me servir de ça aussi, tu vois. Ça a toujours été vraiment de ne pas voir ça comme un frein, mais voilà, comme un accélérateur, parce que c'est sûr que si je m'étais dit, putain, enfin, si j'avais pensé à tout ce qu'il disait autour de moi, à tout, voilà, il est là parce que son frère est là, etc., etc. Pour moi, ça a toujours été, Justement, ouais. ça a toujours été un moteur, quoi. Ça a toujours été de l'essence pour me surpasser et pour donner encore plus, quoi. Ouais, justement, est-ce que ça n'a pas été peut-être trop dur à un moment donné ou dur à vivre? Justement, peut-être à des mauvaises langues, des personnes jalouses et tout, qui ont dit ah, vas-y, il est là parce que c'est le frère à Nico, il ne mérite pas d'être là encore, peut-être plus tard et tout. Du coup, est-ce que tu l'as bien vécu ou forcément, j'imagine, te connaissant, ça a été forcément une motivation parce que derrière, après, bon, moi, je t'ai suivi du jour où je t'ai connu, on a un peu parlé, on a un peu. Mais je sais qu'à une époque, je discutais avec le préparateur physique du Montpellier Handball qui me disait qu'à toutes les reprises de saison, à tous les tests, tu étais le premier, tu étais le meilleur, quoi. Ouais, c'était. Pour ce qui est voilà, des on-dit, des jalousies un peu, tout ça, en gros, moi, j'ai toujours essayé enfin, un peu d'avoir des œillères, tu vois, j'essaie un maximum de pas écouter, de pas, parce que je me dis que ça m'apportera rien, et donc, à ce niveau-là, franchement, j'entendais presque pas, tu vois, pour moi, c'était du bruit un peu lointain, parce que je savais que ça m'apporterait rien tu vois, moi, limite, quand je vois un truc écrit sur moi ou quoi, limite, je le lis pas. Je préfère rester, voilà, dans mon truc, je sais ce que je vaux, ce que j'ai à faire, etc. Donc, pour moi, ça me dérangeait pas, tu vois. Mais après, par contre, ouais, je savais à chaque fois que il fallait que je sois, pour moi, il fallait que je sois le meilleur partout, il fallait que je sois le premier en muscu, le premier à la course, voilà, parce que, comme je te disais, de par mon parcours, de par le fait que je sois arrivé comme ça un peu de nulle part, il fallait, voilà, que j'avais plus le temps, quoi. Et tu as bien fait, c'est tout à ton honneur. Et si tu en es là aujourd'hui, tu le docs à toi-même parce que tu as travaillé plus que les autres. Et
Franchement, c'est beau ce que tu as fait, c'est magnifique. Moi, je suis fan, tu le sais, hein, je peux dire. Alors, du coup, gros, derrière, on va arriver, on va attaquer l'équipe de France. Ton arrivée en équipe de France, un peu comment tu l'as vécu? Parce que voilà, comme je voulais dire, et ça rentre parfaitement dans le sujet que je veux développer aujourd'hui, dire que l'équipe de France de handball, on va dire depuis de tout temps, a toujours eu un savoir-faire, une spécificité d'arriver à intégrer des jeunes talents avec des moins jeunes et avec des plus vieux et qui ont toujours respecté un équilibre et qui a toujours été bénéfique pour l'équipe de France. Toi aujourd'hui qui vis tout ça de l'intérieur depuis pas mal de temps, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le fonctionnement de l'équipe de France par rapport aux anciens et par rapport aux nouveaux qui arrivent? Est-ce que forcément, comme tu dis, est-ce que les vieux attendent que le jeune vraiment démontre tout avant de s'intégrer? Est-ce que dès que le mec il arrive parce qu'il a un très bon niveau, est-ce qu'on essaye plutôt de faire attention à lui et tout en l'éduquant? Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment un petit peu ça se passe, la physionomie quand on rentre à l'équipe de France? Bah, je pense que déjà, c'est un truc qui évolue, qui évolue au fil des années et suivant les périodes et les générations. Je pense que aujourd'hui, c'est différent d'il y a 15 ou 20 ans. Parce que voilà, la société, elle évolue aussi. Je pense que déjà, euh, l'équipe de France, elle est ce qu'elle est parce il y a des joueurs, il y a des générations en 92, quand l'équipe de France a fait médaille de bronze aux Jeux, en 95 quand ils ont été champions du monde, ça a créé déjà, il y a eu déjà une génération dorée un peu et qui a créé des vocations. Tu vois, un mec comme Nico, ses idoles, c'était Jackson Richardson, c'était tous ces mecs-là. Donc il y a eu des générations exceptionnelles en fait qui ont donné envie aux générations d'après et qui ont créé déjà une forte ossature, tu vois. Après, je pense que la différence, c'est qu'à l'époque, les jeunes arrivaient beaucoup moins, dans le sens où tu en avais un ou deux qui arrivaient dans des équipes déjà bien rodées et avec une grosse ossature, tu vois. Alors que ces dernières années, en équipe de France, il y a eu beaucoup plus de changements parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté, il y a toute une génération qui est partie. Et du coup, le changement, il a été plus radical qu'avant, où avant, c'était voilà, un ou deux joueurs qui partaient, un ou deux joueurs qui arrivaient. Il y avait une différence à ce niveau-là, tu vois. Mais après, je pense que forcément, ce qui fait la réussite de l'équipe de France, c'est avant tout les joueurs exceptionnels qui ont gagné des titres et comme je t'ai dit, qui ont créé des vocations. Et derrière, forcément, quand tu as des titres, quand tu as du respect, quand tu arrives dans une équipe où tu as des mecs qui sont double, triple champion du monde, double champion olympique, tu peux pas ouvrir ta gueule, tu viens sur la pointe des pieds et tu fais ce qu'on dit et voilà, tout doucement, tu rentres dans le moule. Et moi, c'est un peu ce qui est arrivé parce que j'ai fait ma première sélection en 2011 et forcément, c'était un peu tôt. Je pense que c'était un peu tôt pour moi. Hein. Je sais pas si je méritais à ce moment-là. C'est pas à moi de répondre à cette question-là, mais je pense que Claude, à l'époque, l'avait fait aussi dans le sens où voilà, il voulait m'intégrer petit à petit. Et moi, en 2011, j'ai eu ma première sélection et derrière, je suis revenu qu'en 2014. Donc, entre ma première et ma deuxième sélection, il s'est passé 3 ans. Donc du coup, tu as le temps voilà, d'assimiler. C'est vraiment un truc qui s'est fait petit à petit, quoi. Voilà, j'ai eu goûté à ça, mais je savais que voilà, j'étais pas encore au niveau, il fallait encore que je bosse et que je progresse, mais ça m'a donné encore plus envie, ça m'a donné vraiment la rage et derrière, ça m'a permis pendant 3 ans de progresser, de me développer pour y revenir, quoi. Donc je pense que c'est un peu, voilà, quand tu arrives dans une équipe comme ça petit à petit, forcément, je pense que tu as plus de chances de t'intégrer, même si voilà, tu as des joueurs qui sont exceptionnels et qui arrivent et qui d'entrée ont un impact. Mais c'est des cas qui sont rares quand même. Ouais. Mais est-ce que justement, quand tu arrives et que tu es jeune et que tu as ces joueurs à un certain âge de très haut niveau, comme tu dis, des stars, des légendes, quelle est un peu leur attitude justement envers les joueurs qui rentrent, envers les jeunes par rapport à justement la façon de les gérer, la façon de les intégrer, la façon tu vois, peut-être. Je pense que
ça c'est pareil. Moi, j'ai pas connu la génération des Barjo, des générations comme ça, où je pense que c'était encore une autre époque où je pense que les jeunes qui arrivaient, ils en prenaient plein la gueule et je pense que c'était pas facile pour eux. Enfin, voilà, parce que c'était la vieille école et c'est un peu pareil dans tous les sports. Et je pense que c'est quelque chose qui a évolué, qui a évolué au fil des années. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est, les jeunes qui arrivent, ils sont, enfin, enfin, moi, je sais pas moi, mais même les plus anciens, on est moins dur avec eux. Euh, mais comme je te dis, ça, c'est des générations qui sont différentes. Euh, mais dans le hand, pour moi, enfin, il y a toujours eu, il n'y a jamais eu de con, entre guillemets. Pour moi, j'ai toujours eu voilà, que des personnes intelligentes, respectueuses. Et donc, enfin, j'ai jamais vu des jeunes se faire mettre à la masse par des joueurs qui auraient pu le faire. Des joueurs voilà, légendaires, entre guillemets. Mais non, ça s'est toujours fait j'ai trouvé de la bonne façon. Mais il y a toujours eu ce respect de l'ancien. Et voilà, c'est quelque chose pour moi. Partout où je suis passé, en équipe de France ou dans le club, j'ai toujours vu ce respect de l'ancien. Et c'est quelque chose, voilà, je trouve, qui perdure bien dans le hand, quoi. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Est-ce que justement, ouais, tu parles de ça, est-ce qu'il y avait justement à un moment donné une éducation qui était faite aux jeunes par rapport à ça, c'est-à-dire vraiment de la part des vieux d'essayer vraiment de garder, de véhiculer ce message de valeur, de respect, justement, du respect de chacun, du groupe et surtout des vieux, pour justement à un moment donné faire comprendre aux jeunes que tu n'arrivais pas là n'importe comment et qu'il fallait vraiment prouver ta valeur un peu pour faire partie de l'équipe, quoi. Ou est-ce que c'était un peu par rapport au niveau de chacun qui derrière déridait un peu tout le monde, quoi. Ouais, pour moi, c'est un truc qui se faisait assez naturellement, en fait. Jamais, ouais, je te disais, moi, j'ai toujours vu des mecs assez bienveillants. Après, peut-être que ça venait aussi de, enfin, voilà, moi, j'ai toujours été hyper respectueux. Et comme je te disais, j'arrivais à un endroit, enfin, voilà, c'était vraiment sur la pointe des pieds. Et voilà, avec les oreilles grandes ouvertes, les yeux grands ouverts et essayer de m'imprégner d'un maximum de choses. Donc, du coup, peut-être que les mecs qui étaient au-dessus de moi le ressentaient. Donc, j'ai jamais eu, enfin, toujours eu des mecs, voilà, qui avaient envie de partager, qui avaient envie de transmettre mais peut-être que ça se faisait, ils le faisaient parce qu'ils voyaient que j'arrivais de façon très respectueuse et puis surtout, ça se fait aussi par l'exemple, quoi, parce que tu dégages et des fois, il n'y a pas forcément besoin de parler ou c'est juste, voilà, les mecs, ce qu'ils dégageaient et ce qu'ils donnaient sur le terrain et comment ils se comportaient en dehors. Et rien que ça, c'était l'exemple à suivre, quoi. Alors, un bel exemple à suivre, quoi. Donc, du coup, maintenant, en gros, on va parler du PSG. Donc, tu es capitaine aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans que tu es là? Ouais, c'était ma cinquième saison cette année. Cinquième saison. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment forcément de partir de Montpellier, d'arriver à Paris, comment ça s'est passé? Et forcément, après, quand on te connaît, c'est pas une surprise. Mais comment forcément tu arrives à être capitaine d'une équipe aussi incroyable que Paris, quoi. Est-ce que tu peux raconter en fait comment toi tu penses que cette distinction, moi je le sais, donc après ça c'est pas un souci, c'est imposé un peu à l'équipe, parce que forcément tu as des mecs qui étaient plus vieux que toi à côté de toi, peut-être plus d'expérience, mais après forcément j'imagine que tu as des capitaines parce que tu rassemblais forcément peut-être un peu plus, que tu étais peut-être celui qui dans le vestiaire disait un peu plus les choses, ou c'est que forcément par rapport à ce que tu démontrais, à ce que tu faisais chaque jour, c'est devenu une évidence? Alors déjà pour répondre au début de la question, du coup moi j'ai fait un passage à Aix-en-Provence, oui, j'ai fait l'AEC, ouais. et parce que au final qui a été au final très important pour moi parce que ça a vraiment été c'est vraiment l'endroit où je me suis révélé entre guillemets parce que c'est un endroit où je suis arrivé seul sans mon frère dans un club où du coup il y avait beaucoup d'attentes autour de moi parce que j'avais un nom et c'était un club qui venait de monter en première division, voilà, qui jouait le maintien. Enfin voilà, il y avait des, enfin tu jouais ta peau entre guillemets parce que tu devais te maintenir. Si le club redescendait en D2, c'était une catastrophe. Enfin voilà, donc c'est vraiment là-bas que je me suis vraiment le plus formé, où je me suis
endurci, où j'ai appris mon métier, entre guillemets. J'ai eu la chance de jouer pour un très grand coach là-bas, Noka, Serdar Rozic. Et donc vraiment, ça a été un moment clé pour moi, parce que j'ai fait 2 ans et demi où j'ai tout appris, où j'ai pris la confiance, c'est vraiment ce qui m'a permis derrière d'arriver à Paris et d'arriver avec les armes nécessaires et avec la caisse nécessaire pour pouvoir jouer dans un grand club et évoluer dans un grand club avec voilà, avec tout ce que ça demande et tout ce que ça suppose. Après, voilà, je suis arrivé à Paris encore une fois de manière très humble, parce que je suis arrivé, il y avait déjà un projet en place, de grands joueurs. Moi, je suis arrivé avec du coup avec mon coach qui est avec Noka qui est à Aix, donc ça a aussi un peu facilité les choses pour moi, pour mon intégration. Mais voilà, je me suis très vite bien senti là-bas. Il y avait une ossature de l'équipe de France aussi, donc beaucoup de joueurs que je connaissais. Et puis après, ben voilà, c'est ma 5e année, donc au final, dans des clubs comme ça, tu vois qu'il y a quand même pas mal de turnover. Et au final, aujourd'hui, cette année, c'était ma 5e saison et je me suis retrouvé être le 4e joueur le plus ancien de l'équipe. Donc ça fait, je me suis retrouvé un peu en haut de la hiérarchie entre guillemets, en termes d'années au club, tout ça. Donc forcément déjà, ben, j'entrais entre guillemets dans la discussion pour être capitaine. Après moi, j'ai jamais été un grand parleur. J'avais jamais été capitaine d'avant non plus. Donc c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc dans le côté parler, ben, ça m'a demandé un peu d'adaptation parce que comme je te disais, j'étais pas un énorme, pas un aboyeur à la base, tu vois. Donc forcément, quand tu as le capitana, ben, c'est quelque chose que, enfin voilà, tu te dois de parler un peu plus. Mais ça s'est fait de manière assez naturelle. Et puis pour moi, voilà, le plus important, c'est toujours sur le terrain de montrer l'exemple. Et voilà, moi, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et puis après, ben, c'est une marque de confiance de tes coéquipiers. Donc pour moi, c'est un honneur. Et puis après, comme je te disais, le fait d'être un des plus anciens, au-dessus, enfin voilà, le plus ancien, il n'y avait que Mickey et Lucho cette année, tu vois. Donc au final, ça s'est fait assez naturellement. J'imagine avec la relation que tu as avec ton frère, qui sont extrêmement serrées, extrêmement bonnes et extrêmement fusionnelles, j'ai envie de dire. Est-ce que ça a été facile d'être le capitaine de ton frère avec le palmarès qu'il a, le caractère qu'il a, et aussi l'impact qu'il a et l'aura qu'il dégage sur un terrain, forcément? Ben écoute, ouais, franchement, ouais. Ça n'a pas été. Forcément, Nico aurait pu être aussi capitaine de cette équipe. Forcément, avec son vécu, enfin voilà, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a gagné, c'est sûr que. Mais non, déjà, c'est quelque chose dont il n'avait pas forcément envie. Parce que voilà, il y a déjà beaucoup d'attentes autour de lui, il y a beaucoup de choses à gérer, donc il n'avait pas forcément envie de ça. Et je pense que quelque part aussi au fond de lui, il savait que moi j'étais là et que je pouvais aussi avoir ce rôle-là. Donc franchement, ça se fait bah, c'est que Nico c'est quelqu'un d'intelligent, donc franchement ça se passe très bien. Et voilà, entre nous il y a zéro problème d'ego, vraiment. Donc franchement ça pouvait pas mal se passer. Et puis c'est sûr que c'est plus facile d'être capitaine quand tu as des joueurs comme ça, comme je disais, comme Nico, comme Lucho, comme Mickey. Ah, Nico, il n'a pas le brassard, mais c'est aussi un capitaine. C'est un capitaine sur le terrain, et par l'exemple, par tout ce qu'il dégage. Donc, n'a pas forcément besoin aussi d'avoir le brassard pour être capitaine, entre guillemets. Donc, tu vois, c'est des responsabilités qui se partagent. Et voilà, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Alors, du coup, comment tu pourrais dire qu'est-ce que tu as apporté tout ça au final? Parce que, bon, on imagine entre le petit garçon de 13 ans qui part tout seul dans un centre de formation et aujourd'hui le capitaine d'une des plus grandes équipes d'Europe, hein, c'est quand même un sacré parcours, gros. Ah ouais, c'est un sacré trip. Ouais, c'est sûr que quand j'y repense, ouais, c'est un peu incroyable, quoi. C'est un peu un parcours, bah, surtout dans le sens où j'ai fait 2 sports, où j'ai complètement changé à 19 ans. Enfin, c'est vrai que tu m'avais dit à 15 ou 16 ans ou 17 ans quand je faisais du tennis, ah, bah, tu seras en équipe de France de hand, tu gagneras des titres, tu feras ci, tu feras ça. Ça, j'aurais du mal à le faire. Même si, voilà, moi, à la base, voilà, ça a été le hand depuis tout petit. Donc, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su ça. J'ai toujours su, quelque
que j'y reviendrai. Et pour moi, voilà, c'est un retour, c'est un retour aux sources. Et surtout, je suis heureux de faire ce que j'aime. Et je te dis, franchement, même si j'avais pas réussi dans le hand, rien que le fait de rejouer, de retrouver voilà, la passion, le plaisir, j'aurais été content, tu vois. Donc, forcément, derrière, quand tout va vite comme ça, tu le prends comme du bonus. Et des fois, c'est ce que j'essaye de me dire aussi quand tu vis des moments un peu plus difficiles. Je me dis, putain, mais regarde où tu étais il y a quelques années et regarde où tu es maintenant. Donc, même si j'aime pas trop regarder derrière moi et me dire, regardez ce que j'ai fait, je préfère toujours regarder devant et me dire que tout reste à faire. Il y a une super question là, ça fait quoi regarde un peu les questions. Joueurs comme Mickey et Nico. J'imagine que des fois, ça doit être dur de les suivre quand même, parce que c'est des mecs qui ont quand même une inspiration, un jeu incroyable, une technique assez phénoménale. Donc, est-ce que c'est toujours facile de suivre des mecs comme ça dans le jeu? Est-ce que des fois, putain, ils prennent pas un peu de vitesse ou juste, toi, tu vois un truc, mais ils en ont déjà vu deux, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, ça demande, oui, de l'adaptation. De toute façon, quand tu joues avec les meilleurs, tu te dois de passer un palier, de te mettre à leur niveau. Donc, franchement, après, c'est quand tu t'entraînes 300 jours par an et qu'à l'entraînement, tu fais toutes les situations et que tu te prépares, et ben, c'est que comme ça que ça marche. Donc, en match, ils font rien qu'ils font pas à l'entraînement. Donc c'est là où où tu te prépares et c'est ce qui fait que tu arrives en match et tu arrives à comprendre ce qu'ils veulent et tu arrives ouais, à jouer en harmonie, entre guillemets. Quoi. Même si eux, voilà, on n'a pas le même poste. C'est sûr, ouais. C'est différent, tu vois. Et arrière et votre niveau, quoi, forcément. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, ouais, par rapport à ça, qu'est-ce qui te plaît le plus? Parce que je sais qu'à une époque, forcément, quand tu es rentré à l'équipe de France, on t'a beaucoup mis à l'arrière en défense. Tu avais été même meilleur défenseur des championnats d'Europe, si je ne m'abuse. Ouais, au début, je faisais que de la défense. Enfin, je t'ai mal entendu. Tu m'as demandé qu'est-ce que je préférais faire aujourd'hui. Ouais, parce que qu'est-ce qui à un moment donné t'as plus plu? Est-ce qu'à un moment donné, justement, comme tu as dit, au début, on t'a beaucoup mis en défense, est-ce que tu t'es dit, je vais être le futur Didier Dinard? Ou est-ce que derrière, forcément, après derrière, t'as toujours eu envie de plutôt jouer en pivot qui a au début été plus ou moins ton poste, quoi? Non, mais c'est sûr que moi, au fond de moi, j'ai toujours voulu être un joueur complet et jouer en attaque, clairement. Après, ouais, je suis arrivé forcément au début c'est là où j'étais meilleur, c'était en défense. Parce qu'en attaque, ça demande, surtout en pivot, ça demande de l'expérience, du vécu. Voilà, c'est un poste très particulier. Donc, moi, ça m'a pris du temps à maîtriser, entre guillemets. Alors qu'en défense, très vite, j'ai été performant. Et du coup, c'est par ce biais-là que je me suis intégré au début. Mais moi, dans ma tête, c'était clair que je voulais jouer aussi en attaque et être un joueur voilà, complet et faire les deux, quoi. Et pourquoi on t'a mis au pivot, d'ailleurs? Est-ce que ça s'est fait direct ou est-ce que ça a été un concours de circonstances Ouais, ça s'est fait un peu naturellement. Je te dis, quand je suis revenu à Montpellier, ouais, c'était un poste où il y avait quelque chose à faire. Parce que voilà, j'étais à Montpellier, il y avait tous les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs. Donc voilà, c'était pas facile de s'imposer. Et très vite là, en 2-3 entraînements, j'ai montré des prédispositions à ce poste. Ça s'est bien passé. Donc derrière, ça s'est fait naturellement parce que voilà, moi j'avais envie d'aller vite, de réussir vite. Donc je me suis vraiment mis à fond en jouant à ce poste et voilà, ça s'est fait naturellement. Bon, allez, ça va faire bientôt 1 heure, on va bientôt finir. Ça fait 1 heure, putain, ça va vite, hein. Ah ouais, gros, ouais. Mais quand tu commences... Surtout, il y a toutes les questions, je peux répondre, mais trop de questions. Ça passe, hein. Et ouais, regarde, on a commencé avec là, c'est 19h06. Il faudrait que je fasse un live pour répondre à tous ces gens. Presque. Willy qui nous dit raconte-nous nos 18 ans. Ouais. On va faire un live pour répondre à toutes les questions. On va en souiller d'ailleurs. Finir par 2 questions. Forcément, est-ce que tu peux justement, on va repartir dans la formation, comment aujourd'hui ça se passe au niveau de l'intégration des jeunes, au niveau du PSG Handball? Est-ce que vous avez un centre de formation
qui forment les jeunes et qui derrière, quand ils ont le niveau acquis, bah, ils essaient de monter en première, ils font des piges et on voit comment ça se passe. Ou forcément, j'imagine aussi, vous recrutez aussi des jeunes aux côtés. Et une fois qu'ils arrivent dans l'équipe, toi, en tant que capitaine, quel est ton discours par rapport à ces jeunes? Alors, du coup, à Paris, il y a un centre de formation qui est très bon, qui joue en National 1, qui est premier, qui a presque le niveau de jouer en deuxième division. Voilà, il y a de très bons jeunes. Voilà, chez nous, il y a des joueurs comme Adama Keita, comme Dylan Naï, Edouard Kempf, voilà, qui sortent tous du centre de formation. Du coup, c'est vraiment ouais, c'est une formation qui, voilà, avec tous ces joueurs qui sortent, ben, qui prend de plus en plus d'importance. Parce que c'est des joueurs qui sont avec nous maintenant et qui sont performants. Je sais qu'il y avait, cette année, il n'y en avait pas, mais je sais qu'ils essayent de faire venir aussi quelques joueurs étrangers, des bons joueurs d'autres pays. Il y en a eu, il y en a eu au centre de formation, même si cette année, il n'y en a pas, l'année dernière, il n'y en avait pas, je crois. Donc voilà. Après, ouais, ils insistent, enfin, il y a le côté homme, mais c'est vrai qu'ils insistent aussi beaucoup sur le respect, ils sont vraiment bien encadrés. Voilà, comme je dis, des notions. Il y a vraiment des valeurs qui sont inculquées aussi. Et bah, franchement, moi, les gens du centre de formation qui sont arrivés en équipe première, franchement, c'était des super gars à chaque fois, tu vois, des mecs vraiment avec des valeurs, comme je te disais, des mecs respectueux qui arrivent. Donc, du coup, l'intégration se fait assez facilement. Quand tu as des jeunes comme ça qui sont à l'écoute, bah, ça facilite les choses. Et puis après, forcément, quand ils sont en plus performants sur le terrain, ben forcément, ça accélère tout. Et l'intégration, elle se fait vite, quoi. C'est vrai que quand tu as un mec qui est jeune, même s'il a 18, 19 ans, mais qui est sur le terrain, il assume, il fait les trucs, et forcément, tu gagnes en respect plus vite, quoi. Je Et veux pour savoir moi, un toi, ton jeune capitaine, parce que qui forcément, arrive. ça doit arriver. Quoi? Tu disais, J'ai pas excuse-moi, entendu. j'ai pas entendu. Non, non, je te disais que mais pour moi, voilà, Ouais. Quand je te la disais, plus toi, importante, c'est forcément, vraiment le respect. j'imagine, c'est des jeunes, Ouais. ils doivent quand même arriver en retard, oublier des choses. Comment ça se passe toi, en tant que capitaine quand ça arrive ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des petits gifs, tu mets des petites sanctions ou Non, comment c'est ça se plus. passe? Non, pas physiquement, non. C'est plus des petites remarques, des petites vannes, tu vois. Gentiment, même parce que déjà, nous, on a une caisse, tu sais, avec des amendes, donc ils sont déjà punis quand ils arrivent en retard parce qu'ils vont devoir payer, tu vois. Donc rien que ça, déjà. Et puis après, non, c'est gentil, c'est des petites vannes, tu vois. Le plus important, c'est que ça se reproduise pas. C'est surtout ça. Quand ça se reproduit, c'est là où c'est relou, mais en général, ça arrive pas, tu vois. D'accord. Bah, on va finir sur ça. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui que tout ça t'a apporté forcément, comme je disais, entre le petit garçon de 13 ans qui était au centre de formation, qui a été au plus haut niveau du tennis français derrière, qui est revenu au hand, qui a commencé tout en bas de l'échelle, qui est monté progressivement, qui est monté en équipe première de Montpellier, derrière qui est allé au PAM, qui est rentré dans une des plus grandes équipes de France du monde et aujourd'hui capitaine d'une des plus grandes équipes d'Europe. Qu'est-ce que pour toi aujourd'hui tu penses que tout ça t'a apporté en tant que personne et en tant que joueur? Euh, Ben pour moi, ce que je retiens en fait, c'est vraiment tous les gens que j'ai rencontrés sur mon parcours et toutes les rencontres que ça m'a permis de faire, toutes les amitiés que j'ai connues. Et c'est vraiment ça que tu retiens, les aventures humaines en fait. Et c'est vraiment ça que tu arrives et je trouve que c'est ce qui est le plus important à la fin quoi. Pour moi, c'est toujours le plus important, c'est pas le comment dire. C'est pas la fin, mais le chemin, quoi. Moi, je pense souvent à ça et voilà, avoir eu la chance de rencontrer plein de gens extraordinaires, d'avoir pu côtoyer d'athlètes de très haut niveau. Voilà, je me considère vraiment comme un chanceux, même si voilà, je l'ai pas volé. Et voilà, à la base de tout ça, il y a le travail, mais à la fin, c'est vraiment ça que je retiens, tu vois. C'est voilà, toutes les rencontres, tous les amis que j'ai pu me faire, et puis forcément les souvenirs que tu accumules au fil du temps. Quoi. Est-ce que tu dirais que d'avoir vécu tout ça et de
faire du hand aujourd'hui, ça t'apporte toutes les qualités nécessaires pour gérer ta fille et être un bon papa? Ah, ça, je sais pas. Là, je commence à entrer dans la phase où il y a l'éducation qui se met en place. Mais après, moi, pour ça, déjà, moi, j'avais l'exemple de mon père, donc c'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin pour avoir un exemple à suivre. Mais et oui, forcément, tu te forges une expérience et tu vois beaucoup de choses. Et tu voyages beaucoup et tu peux te faire. Et tu vois un peu ce qui se passe autour de toi et comment ça marche. Donc oui, forcément, je pense que ça m'aidera à essayer de l'éduquer du mieux possible. Bon, bah écoute, fils, ça Voilà, y est, ça passe 19h12. vite, hein. 3 minutes, ça fera 1 heure. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais des lives, sache-le, au bout d'1 heure, Instagram, il coupe. Ah ouais? Ah, je savais Ouais. pas. Il coupe. Et là, il faut que tu refasses un live. Bon, après, pour toi, c'est pas un souci. Hein. Je pense que les gens, ils reviennent vite. Mais pour moi, derrière, Ouais, après, ils reviennent beaucoup moins vite. ouais, désolé aux gens qui posent plein de questions, je n'ai pas forcément du coup pu y répondre, mais Ouais. Bah, il vous fera un live. Il vous fera un ouais, live. je ferai un live, ouais, À bah ouais. toutes les questions. Bah ouais, c'est ça. Je vais Comme faire ça, ça. ça va l'occuper quand il fera des TikTok. Ouais, ouais, mais franchement, les TikTok, je les fais très rapidement hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le TikTok, il doit être fait en 10-15 minutes. Sinon, au-dessus, je peux pas. Hein. J'ai la tornade qui est là. Et le La nouveau tornade, speaker. c'est express. Là, je ferai un live, je ferai un live. Je prendrai des questions. Bon, fils, je te Bon, remercie c'était un beaucoup. plaisir. C'est vraiment Ciao, gentil d'avoir fils. répondu Un présent plaisir. et d'être venu. Franchement, c'est top. Je te remercie Ouais. vraiment. Bon, j'espère qu'on se voit bientôt. Hein. Bah écoute, hein, De toute façon, quand tout ça il est fini, tu ouais, m'appelles et ça on marche. ira se faire un café. Ça roule. Allez, bis. Ciao tout le monde. Gros bisous à Jenny, Ciao, gros bisous à Deva, ouais. gros bisous à la famille. Ça marche, Ciao, ciao, Lucas. ciao. Ciao, gros. Ciao, 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 ciao. Voilà, allez, live terminé. Forcément, on n'a fait qu'1 heure parce que bon, voilà, Lucas, comme vous l'avez vu, a pas beaucoup de temps. Il a une petite fille, il faut s'en occuper. Il a sa femme, il est en famille. Donc voilà, je voulais pas abuser de son temps non plus. Voilà, vous avez vu le parcours d'un atypique, d'une personne hors norme pour moi. C'est quelqu'un que j'admire, que je respecte énormément, à qui j'ai beaucoup d'estime. Et puis c'est un mec voilà, qui ne s'est pas contenté d'avoir un nom, qui a travaillé plus dur que les autres et plus longtemps, et qui ne doit que là où il est aujourd'hui que grâce à son travail, sa persévérance, son abnégation et surtout son caractère, parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi humble, d'aussi gentil et d'aussi ouvert que lui. C'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours témoigné beaucoup de respect, ne serait-ce que par rapport au polo, mais par rapport aussi à ce que je suis dans la vie. Donc voilà, donc je la remercie. C'était quelqu'un avec qui j'avais très à cœur voilà, de faire ce live parce que c'est des mecs comme ça qui vous aident à devenir meilleur dans la vie, qui vous donnent envie de devenir meilleur et qui vous renvoient une image de vous qui est vraiment géniale parce que voilà, ce sont de grands sportifs et en plus de ça, ce sont des mecs extraordinaires. Donc voilà, donc moi c'était juste un pur bonheur et une grande chance de pouvoir le compter parmi mes amis et de l'avoir aujourd'hui dans ce live et de vous le faire partager. J'espère que vous avez kiffé. Apéro à le bar, c'est fini ça. Donc, j'espère que vous avez kiffé comme moi. Moi j'ai surkiffé. Je suis en nage tellement je buvais un peu ses paroles et tout ce qu'il a dit. J'espère que vous vous êtes régalé comme moi. Franchement, c'était énorme. J'essaie d'avoir une très grosse surprise pour mercredi. C'est pas évident parce qu'il est très demandé et surtout il est très difficile.